Ben, bienvenue, William Salut, Mangiou. salut. Je suis tellement excitée de te parler, de te recevoir au podcast Hors Piste. Évidemment, le podcast est là pour apprendre à connaître nos athlètes. On en a reçu de tout genre. Et là, on reçoit un nouveau. Ça va être tes premiers Jeux olympiques. Comment tu te sens à l'approche de tes Jeux olympiques de Cortina? Ouais, honnêtement, c'est encore surréel pour moi, c'est dans le sens où il y a beaucoup d'étapes qui restent à franchir avant d'arriver à ce point culminant, là. Donc j'essaie de je reste dans le moment présent, mais je profite aussi des petits moments juste au quotidien avec mes coéquipiers, en parler, c'est vraiment le fun. Tu sais, je pense qu'un jeune moi aurait rêvé d'être dans cette Oui. situation-là, donc ouais, c'est vraiment bien. Ah, c'est beau à entendre d'être capable de le savourer parce que c'est comme des moments tellement précieux puis ça passe vite. Là, j'ai l'air d'une vieille grand-mère qui parle. mais tu sais, je trouve ça beau de t'entendre déjà être capable de le réaliser. Mais là, avant qu'on parle là, puis qu'on parte dans les Jeux olympiques de Cortina, honnêtement, moi, je veux apprendre à te connaître. On se connaît pas. Je veux savoir d'où le patinage de vitesse est arrivé dans ta vie. Écoute, c'est une très bonne question. Donc venant d'un père immigrant, tu sais, mon père est venu d'Afrique ici quand il avait à peu près 20 ans. Puis il savait pas patiner. Donc pour lui, c'était super important que son fils canadien sache patiner. Puis donc c'est ça, il m'a inscrit au hockey quand j'avais 2 ans. Ben, mes parents m'ont inscrit, là, c'était pas juste lui, mais ils m'ont inscrit quand j'avais 2 ans. À ce moment-là, on dit hockey, mais c'est vraiment, je faisais la crevette sur la glace, on s'entend. Puis c'est ça, à partir de 6 ans, j'avais quand même un bon niveau de patin au hockey. Finalement, j'ai vu les Jeux olympiques de 2006 à la télé. Puis apparemment, je sautais partout, moi je m'en souviens pas. Mais ouais, c'est ça. Puis ils m'ont décidé de m'inscrire à un club de patinage de vitesse proche de chez nous. Puis c'est comme ça que ça a parti. Ouais. Ça a parti comme ça, ouais. tout bonnement. Puis Exact. toi, personnellement, t'as commencé, j'ai l'impression comme par pur un peu hasard, mais c'est quand est-ce que tu avais vraiment la piqûre puis que t'aimais ça? Ben, dans le fond, j'ai fait énormément d'autres sports aussi. Okay. Tu sais, passant de la gymnastique, athlétisme, vélo. Multisport. Ouais, je débordais d'énergie dans le fond quand j'étais jeune. Donc il fallait que mes parents trouvent une façon de canaliser cette énergie-là. Donc ça, je dirais que j'ai vu que j'avais un potentiel quand même assez tôt. J'ai toujours cru aussi que j'avais un potentiel. Je pense qu'il y a quand même un dénominateur commun chez les athlètes de haut niveau. Souvent, on a comme une confiance intrinsèque. Je sais pas comment l'expliquer, de dire que on a toujours su qu'on était capable, disons. Puis oui, c'est ça. Je dirais qu'autour de l'âge de 10, 11, 12, à peu près dans ce range-là, j'étais comme, OK, je veux vraiment pousser le patinage de vitesse, en tout cas comme sport d'hiver. L'été, ça m'a pris un petit peu plus de temps à me dire, OK, ben, je mets les sports d'été de côté pour vraiment canaliser sur le patin. Mais oui, autour de ce comme début d'adolescence. Là, ouais. Puis c'est quoi qui t'a passionné le plus de ce sport? Et c'est une excellente question. Je pense que ça serait plus difficile de me dire c'est quoi qui m'a pas passionné. Comme j'étais vraiment, je mangeais du patin, puis j'en mange encore, là. Mais ouais, c'est ça, c'était... C'était tout, c'était la vitesse. La vitesse, la sensation, je pense, tu sais. L'aspect compétitif aussi, de dire, c'est pas juste je bats comme la montre ou je suis impressionnant tout seul, c'est que j'embarque sur la glace avec 5 autres patineurs, puis je peux prouver que je suis le meilleur de ces patineurs-là. Pour moi, ça me parle vraiment beaucoup. Puis, qu'est-ce qui est bien avec le patinage de vitesse, avec ce courte piste, c'est qu'il y a beaucoup de stratégie aussi. Mon grand-père m'a appris à jouer aux échecs quand j'étais super jeune, fait que j'ai tout le temps été... Ouais, j'ai tout le temps été super passionné de ce jeu intellectuel-là aussi qu'il y avait dans le sport. Fait que c'était pas juste, on parle de cheval de course, mais il y avait aussi un aspect positionnement, un aspect stratégique qui était relié à ça. Fait que c'était vraiment cool. Wow. Puis, ton père, tu m'en as parlé au tout début, mais il doit tellement être fier, il doit tellement être excité. C'est quoi votre relation? Ah, ben, j'ai une bonne relation avec toute ma famille. Je veux dire, c'est sûr que mon père, en fait, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. Fait que pendant un bout, j'ai vécu avec mon père très longtemps, juste one on one. Okay. Puis bon, c'est sûr que ça venait avec des défis, mais il y a tellement d'histoires de lui qui vient m'apporter des compétitions à comme... on passe de la maison à 6h du matin, la compétition commence à 7h30, tu sais, il est là, toujours avec la bouffe prête, tu sais. Fait que c'est sûr que je lui dois une partie de ces succès-là, c'est sûr. Puis aussi, juste le fait qu'il m'a inspiré à avoir confiance en moi en tout temps, tu sais, peu importe qui j'étais. Je pense que autant par mon profil, tu sais, que par le fait que le patinage de vitesse, c'est un sport typiquement plus petit, les gens sont un peu plus petits. J'aurais pu dire ben c'est pas pour moi, c'est pas quelque chose qui m'est dû ou quelque chose de même, mais je pense que mon père m'a toujours dit que j'étais ma propre personne puis m'a encouragé à le vivre pleinement, ça. Fait que, wow, quel beau cadeau. Vraiment. Je pense que comme
tellement rien de plus précieux dans la vie d'un athlète qu'un parent qui est autant présent, mais comme qui nous laisse aussi être qui on est. J'ai l'impression que comme ton père est ce genre d'homme très présent sans te mettre genre ce feeling de comme faut que tu te rendes au jeu demain. Là. Exactement, définitivement. Puis je pense que en fait, jeune, c'est vraiment plus moi qui me mettais la pression. Puis on n'a jamais parlé de jeu là, avant récemment. Là, tu sais. Fait que t'es vraiment le premier Olympien de ta famille. Oui, définitivement. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis je veux dire, tu sais, je parle de mon père, mais ma mère aussi m'a beaucoup aidé. Elle, c'était plus de mettre de la perspective des fois parce que tu sais, je voulais tellement que dans des moments où tu sais, des fois ça va moins bien, c'est difficile de prendre du recul. Puis elle, tu sais, peu importe ce qui arrivait, mon père aussi, mais peu importe ce qui arrivait, c'est comme on t'aime puis on est là pour toi. Fait que l'amour d'une mère, c'est ça. Là, c'est accueillant, bras ouverts, mais c'est tellement important. Tu as parlé de défis. Je sais qu'en 2022, tu as été présent aux Jeux olympiques. Oui, ben dans le fond, j'étais présent, j'étais pas sur place à cause de la COVID, donc j'étais remplaçant. Donc, en patinage de vitesse, traditionnellement, on apporte 5 ou 6 personnes. Là, avec la COVID, c'était comme clair qu'on n'apportait pas 6 personnes. Puis j'ai su assez rapidement que j'allais être remplaçant pour ces jeux-là. Donc, j'allais, dans le fond, être à la maison puis les regarder. C'est des jeux qui étaient très spéciaux quand même avec la COVID et tout ça. Donc, même le processus pour se rendre là était spécial. Puis ça a impliqué beaucoup de défis pour l'organisation et pour moi. Donc de faire tout ce processus-là puis de se faire dire non juste avant d'y aller, c'était très crève-cœur. Mais bon, je suis revenu plus fort, comme on dit. Non, mais tu sais, on en parle là, puis on dit, on a vécu plus, mais tu sais, sur le moment, ça reste que comme, c'était vraiment difficile. Tu sais, moi, j'ai fait partie de ces Jeux de 2022, puis je peux en témoigner que comme, de loin, c'était un défi tellement, je trouve, mental que de passer au travers. Moi, la qualification olympique, j'ai trouvé que c'était très souffrant, c'était très anxiogène, comme, tu sais, t'avais peur de sortir à Noël, de voir de la famille, parce que comme t'es comme, mais oui, mais mon but, c'est pas tant de fêter Noël, mais c'est d'aller aux Jeux olympiques. Comme, c'est difficile pour un athlète de trouver l'équilibre, parce qu'à un moment donné, tu vois plus... tu vois plus clair. Ouais. Mais oui, tu sais, parle-moi-en un peu plus, c'est pour toi, à ce moment-là, tu t'en vas vers les Jeux de Beijing en tant que remplaçant. Puis quand tu parles de crève-cœur, c'était à quel niveau? Qu'est-ce qui était difficile dans mon processus? Ben, premièrement, tu l'as dit, on s'isolait, fait que mon support system n'était pas là. Déjà là, c'est comme première étape pour expliquer à quel point c'était crève-cœur. Là, ouais, exactement, check. Puis après ça, c'est que dans la fond, ça fonctionne en patinage de vitesse, puis ça va être le même processus. Ça, c'est le même processus encore pour ces jeux-ci. C'est qu'on apporte 6 personnes aux Coupes du Monde. T'sais, on qualifie nationalement, on apporte 6 personnes aux Coupes du Monde pré-olympiques qui vont déterminer qui va être envoyé. Puis, encore une fois, ça va être 5 personnes qui vont être envoyées. Ça a déjà été 6, mais là, ça va être 5. Mais de toute façon, le 6e qui est envoyé à titre de remplaçant seulement, fait qu'il ne patinerait pas de toute façon. Donc, j'étais très jeune, puis j'étais prometteur, mais je pense que j'avais peut-être pas la maturité physique et surtout émotionnelle pour passer à travers cette série de Coupes du Monde-là. Surtout avec autant d'enjeux. Mais j'ai quand même l'impression encore ce jour qu'on m'a pas donné une chance valable de pouvoir me prouver, tu sais. Parce que tu fais patiner tout le monde, les 6 normalement, puis moi, ils m'ont juste pas fait patiner. C'est sûr que en rétrospective, c'était, je pense, la bonne décision aussi. Notre équipe a super bien performé, puis je pense que autant au relais qu'à l'individuel, on a montré encore une fois que le courte piste au Canada est très vivant. Mais oui, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de réflexions sur moi-même, puis je suis allé chercher l'aide que j'avais besoin aussi, là, c'est sûr, mais j'ai compris après que c'était plus grand que juste moi, tu sais. Qu'est-ce qui est difficile pour un athlète jeune, parce qu'on monte des échelons, on est ambitieux, tout ça, mais il y a un processus, il y a une équipe derrière toi, puis l'objectif, c'est d'arriver au jeu, puis d'envoyer la meilleure équipe. Puis cette fois-ci, c'était pas avec moi, mais je suis passé proche, fait que c'est déjà une satisfaction que je peux prendre. Puis en étant athlète remplaçant à ces Jeux de 2022, tu l'as dit en entrevue qu'après, tu pensais même pas, mettons, continuer tellement que ça t'avait affecté. Est-ce que c'est dans ces eaux-là que tu as décidé d'avoir un psychologue sportif dans ta vie? Oui, définitivement. Après les Jeux olympiques, j'étais comme... Je m'entraîne 4 ans pour un moment. Puis là, je suis déçu. T'sais, ça vaut-tu la peine? Même si le moment était super beau, ça vaut-tu la peine de prendre autant de temps de sa vie pour un seul moment?
Puis dans cette réflexion-là, puis en consultant justement en préparation mentale, psychologie sportive, mais aussi juste psychologie tout court, là, c'est la même personne qui s'occupe de tout ça en passant, là, oui, il est très bon. Mais tu sais, j'ai réalisé que si je profitais pas de chaque moment au quotidien, j'allais pas pouvoir apprécier le moment qui était les Jeux Olympiques, même si ça se passait bien, parce que ça c'est trop vu comme un sacrifice. Fait que pour moi, c'était de voir un peu la vie d'athlète d'une façon holistique, puis de dire que je me développe en tant qu'humain dans ce processus-là. Puis c'est comme ça que je vais avoir du plaisir au quotidien. Oh, wow. Mais je trouve ça tellement beau de t'entendre. Puis personnellement, moi, j'ai eu un psychologue sportif toute ma carrière. Puis je me souviens, c'était mon équipe à ce moment-là qui m'a dit, ah, tu sais, peut-être qu'on pourrait avoir un élément de plus dans notre équipe, tu sais. Puis j'avais 16 ans, puis j'étais comme, oh my God, non, j'en ai pas besoin. Puis tu sais, comme, on est jeune, on a un ego, on veut beaucoup, puis en même temps, on a aussi peur du changement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais par rapport à travailler avec un psychologue sportif? Ben, je dirais non, juste parce que à ce moment de ma carrière, j'étais comme, tu sais, je viens de manquer les Jeux Olympiques. Why not? Ouais, j'ai rien à perdre, là, pour vrai, puis c'est soit ça ou j'arrête, ou, tu sais, comme, j'avais plein d'options, il y avait aussi le longue piste pour moi, parce que c'est un sport, c'est quand même des sports très différents, la longue piste et les courtes pistes, mais étant grand, j'ai toujours une shape plus de longue piste, on m'a toujours dit que je serais probablement meilleur en longue piste qu'en courte piste, puis le switch de courte piste se fait beaucoup plus facilement en longue piste que l'inverse. Donc, j'étais comme, ah, peut-être que je peux aller là. Tu sais, comme, il y a plein de choses qui tournaient dans ma tête. J'étais pas sûr que j'allais le faire. Mais oui, c'est sûr que cette personne-là qui m'a aidé à ce moment-là a été très payante, je veux dire, en termes de résultats, mais aussi pour mon développement personnel. Puis, tu as parlé du support system encore tantôt. Ma famille, quand la COVID s'est relaxée un peu, on peut dire, ben, elle a toujours été présente, mais là, c'était plus facile d'avoir des contacts réels avec eux. Puis, ça a été très soulageant, je pense, les années post-olympiques. Là, donc ouais, c'est ça. Puis, juste en terminant avec le support system au niveau comme mental, tu sais, à quel point en 4 ans, tu as fait du cheminement, clairement, depuis? Oui, énormément. Est-ce que tu es capable de te voir comme la version de toi? Puis, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé le plus au niveau comme de ta préparation mentale avant une course? J'ai toujours eu un talent pour ce sport de façon très rough. Inné. Talent brut. C'est ça. Mais je pense que ça a toujours été difficile. Puis ça, c'est pour dans ma vie aussi, de canaliser mon énergie. Je suis quelqu'un j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup d'affaires qui se passent. Fait que pour moi, ça a toujours été difficile. Puis on parle de sport, mais dans ma vie aussi, c'était comme ça. Puis ça, je pense que ça va être un défi d'une vie, honnêtement, parce que... Exactement. Tu vois, je pense que tu peux... Je relate. Comme, on est tous un peu la même bébite, mais dans différents sports. Fait que, clairement, je te comprends, mais poursuis. Ouais, c'est ça. Donc, ça a été de canaliser ça. Puis dans ma routine pré-course, c'est ça aussi. C'est premièrement d'accepter qu'il y a une routine, parce que quand j'étais jeune, j'étais là... Je me réveillais du mauvais pied, là, la routine, ça partait un peu à l'eau. Finalement, là, j'étais vraiment motivé aujourd'hui. Fait que là, je m'échauffais 2 fois plus, mais j'arrivais sur la glace cuite. Brûlé raide. Exactement. Fait que, tu sais, c'était d'apprendre à embrace cette routine-là. Puis, tu sais, il y a certaines personnes qui vont rire de moi, mais comme mes coéquipiers, par exemple, mais j'ai tout le temps la même chanson avant dans mes écouteurs. Là. On dirait pas c'est laquelle, mais oui, c'est tout le temps la même chanson dans mes écouteurs avant de partir pour ma course. J'ai mes petites habitudes. Je suis super gros sur les siestes aussi. Fait que, avant une compétition, généralement, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un cahier, mon iPad, peu importe. Avoir mon horaire de compétition. Surtout ces temps-ci, c'est super... le nouveau système de courte piste fait en sorte que c'est très demandant en termes d'horaire. Fait qu'on a des courses quasiment au 1 heure, puis des fois, il y a des séquences où j'ai des 15 minutes entre mes courses. Fait que c'est très éprouvant. Fait que je prends un cahier, je note mes heures de course, qu'est-ce que je dois faire dépendamment du temps que j'ai entre chaque course. Fait qu'est-ce que c'est juste une sieste? Est-ce que c'est quoi le niveau alimentaire? Tout ça. Moi, je le fais ça comme la veille. Puis le jour même, je pense plus à ça parce que je sais que si je commence à penser à ça le jour même, dépendamment de mes émotions, ça le fera pas. Fait que, oublie ça. Mais tu vois, c'est drôle. Par contre, le background que j'ai d'être super comme partout, all over the place, ça fait en sorte que quand cet horaire-là, il marche moins bien, vu que j'ai déjà tellement eu de répétitions à être tout partout, ça m'affecte pas, puis je suis capable d'adapter vite. Fait que ça, je pense que ça a été quand même une force que, avec mon préparateur mental, justement, on a lean into that pour dire, c'est comme, t'es capable de t'adapter, puis tu le fais tout le temps. Juste que là, peut-être que tu te mets des barrières en essayant d'adapter tout le temps, puis tu mets des balises là-dedans. Je pense que ça m'aide beaucoup. Là. Puis, parlons un peu de qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant une course. Honnêtement, si ça se passe bien, il n'y a pas trop d'affaires qui se passent dans ma tête. Ouais, je suis quand même très sur le flow.
puis je suis capable d'aller chercher assez souvent, fait que c'est le fun. C'est sûr qu'il faut être capable de performer même quand t'es pas dans un état de flow, parce que c'est pas tout Ça le arrive temps. pas tout le temps. Exactement. Mais c'est ça, j'ai tendance à être très analytique, fait que pour moi, le moins je pense, le mieux c'est, là, honnêtement. Là. Parce que mes instincts kick in, puis on travaille tellement des heures de fou sur qu'est-ce qu'on a à faire en course que quand tes instincts sont là, ben tu fais les bonnes affaires en général. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Je dirais pas que j'ai une tête vide, là, mais oui. C'est sûr aussi qu'il y a différents événements en courte piste. Il y a 500 mètres, 1000 mètres, puis 1500 mètres, puis chaque distance a plus ou moins de temps. Fait que t'as une approche différente à avoir dans chaque course mentalement. Tu sais, 500 mètres, c'est justement beaucoup plus instinctif parce que t'as pas beaucoup le temps de réagir. Comment tu pourrais les décrire, chacune d'elles, comme exemple, si tu pouvais vouloir l'expliquer à quelqu'un qui connaît absolument rien? Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, le 500 mètres, ça paraît quand même long parce que, mettons, tu dis un 500 mètres en course, c'est long. Mais vu qu'on a de la glisse et qu'il n'y a pas d'impact, c'est pas si pire. C'est que c'est vraiment l'épreuve qui se rapproche le plus d'un sprint. Il y a peut-être le dernier tour et demi qui commence à faire mal, mais c'est pas une épreuve où tu vas avoir à gérer ta douleur. C'est vraiment plus de la précision puis de la vitesse pure. Là. Donc, l'explosivité, vitesse pure puis précision au niveau technique. Si on parle d'un effort qui est en bas de 45 secondes, puis si t'es vraiment bon en bas de 40 secondes. 1500 mètres, c'est une course que souvent je performe très bien parce que je suis quelqu'un de plus endurant et très stratégique. On a parlé des échecs. Fait que il y a beaucoup plus de travail à faire en amont pour voir quel est ton type de course, tes adversaires, tout ça. Honnêtement, sur le coup, il faut que tu adaptes ta stratégie à ce qui va se passer, mais tu n'as pas le temps de tout réfléchir parce que sinon tu perds ton... Ça va quand même vite. Tu perds le flow aussi à ma Exactement. Fait que c'est un effort qui est en général autour de 2 minutes 20, hein, c'est dépendamment de la vitesse de la course. Puis le 1000 mètres, c'est parfait entre deux, fait que c'est ma course préférée. C'est comme, ça mélange l'explosivité au début, après ça, il faut que tu gères ta position pendant peut-être 1 ou 2 tours, puis à la fin, ça réattaque. Fait que ça, c'est ma course préférée. Mais c'est comme tes enfants, tu les aimes tous pareil. Mais ça doit être quand même dur de planifier cette stratégie pour toutes ces courses. Mentalement. Ben oui, c'est sûr, mais j'ai des bonnes notes. Non, pour vrai, avec mon préparateur mental, c'est vraiment d'identifier. Puis même dans ces courses-là, j'ai des séquences. Fait que la séquence, mettons un 500 mètres, il y a la séquence d'accélération. Puis après ça, une fois que tu as pris ta vitesse, tu feras pas grand-chose dans cette séquence-là. Donc une fois que tu as pris ta vitesse, là, tu peux commencer à plus prendre tes prises d'infos pour voir où sont les autres patineurs, puis gérer comme ça. Mais ouais, c'est ça, on divise, diviser pour mieux régner, là, fait qu'on divise les courses en différentes séquences qu'on peut analyser après. Puis c'est sûr qu'après ça, avec l'expérience puis le nombre de courses, le vécu, ça aide énormément, là, surtout dans notre sport. C'est quoi une course parfaite? Comment tu... Ok, ben moi, ce qui vient me chercher, c'est quand à un moment donné, je vois que mes adversaires ne peuvent plus rien faire. Ah ouais, ils cassent, là. Ah ouais, là, c'est ça, là. Ils snappent, là. Exactement. Quand je sais... Tu peux jamais savoir avant la ligne d'arrivée que tu as la course dans les mains parce que, je veux dire, ça se joue à des millimètres, là. Mais quand je sens que je leur fais mal, là... là, t'es content, là. Mission accomplie. Mission accomplie. Tu tapes sur l'épaule. Ouais. Puis c'est en plus au 1000 mètres puis au 1500 mètres qu'on va sentir, mais au 500 mètres, c'est quand je sens que je vais trop vite, qu'ils peuvent pas me suivre, mettons. Fait que souvent, je prends la tête ou des espèces de dépassements spectaculaires. Quand je fais un bon move, parce qu'il faut réagir à ce qui se passe, surtout si t'es pas en première position. Fait que, quand je fais un bon dépassement ou... je suis très bon pour les tracés défensifs aussi. Fait que quand je réussis à bloquer quelqu'un, puis là, il perd sa vitesse, puis là, il finit. Ça, c'est quelque chose qui... Quand même, faut le dire, comme équipe Canada en patinage courte piste, vous avez une legacy de patineurs incroyable. Vous êtes une équipe super tissée serrée. Vous vous entraînez énormément ensemble. C'est quoi ton rôle, toi, au sein de l'équipe? Je pense que mon rôle a beaucoup changé dans le dernier quad, définitivement. Parce que quand je suis arrivé, j'étais le rookie. Puis oui, je challengeais les gars, mais j'avais pas vraiment ma place en tant que leader. Là, je me dirais pas que je suis un leader non plus à part entière parce que on a tellement une équipe plusieurs facettes que chaque personne prend le lead quand c'est nécessaire, je pense. Mais c'est une bonne question. Mais ça se peut que comme tu sois en changement aussi, là. Comme des fois, comme au sein d'une équipe, on est dans zone grise ou entre deux phases, mais... Ben, c'est ça que je sens dans l'équipe en ce moment, puis je pense que, on a une run légendaire, je vais parler de run, on a une run légendaire l'année passée avec autant au niveau des classements mondiaux de Crystal Globe, puis tout ça, j'ai gagné le individuel, l'équipe a gagné le par équipe, on a tous fait ça ensemble, puis même au niveau individuel,
je sentais tellement du support de mon équipe que je peux pas dire que c'était un trophée gagné individuellement. Après ça, on arrive aux mondiaux. On aurait pu être fatigué, on a gagné toute la saison, puis on nous demande de nous reprouver encore. Puis on a comme... Chez les gars, on a gagné toutes les médailles d'or possibles. Puis avec les filles, on a vraiment comme... C'était incroyable. Je pense qu'on est dans un bon endroit en ce moment où il y a un mix de sagesse de vétérans qui ont été là pendant plusieurs années, qui se mélangent à des jeunes qui ont faim. Fait que, tu sais, moi, je pense que mon rôle, ça fait quand même plusieurs années que je suis là, mais je suis encore jeune, c'est mes premiers jeux. Fait que je pense que c'est de faire comme l'alliage entre ces deux équipes, là. Fait qu'il y a peut-être le pont, là, entre les plus jeunes et les plus vieux. Mais c'est tellement beau ça doit être tellement enrichissant puis inspirant de comme avoir un support system, pas non plus ta famille, mais aussi des gens qui partagent le même rêve puis de vous épauler à travers tout ça. Je peux juste comprendre. Ça doit être assez spécial. Ouais, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis tu sais, c'est que au bout de la ligne, qu'est-ce qui est fou, c'est que notre plus grande compétition cette année, en tout cas, ça n'a pas tout le temps été le cas, mais c'était d'autres teammates, mais on s'entraidait quand même. Fait que c'est comme une dynamique, c'est une ligne très mince, puis il faut faire attention parce que, je veux dire, à tout moment, ça peut être mis à l'épreuve. Fait qu'on fait des efforts conscients pour garder cette chimie. Mais vraiment, on est super chanceux au Canada, là. De quoi tu as le plus hâte pour les Jeux olympiques de Milan? Ce que j'aimerais aux Jeux olympiques de Milan, j'aimerais arriver sur la glace puis me sentir comme j'ai envie de faire pas un show, là, pas juste pour le spectacle, mais j'ai hâte de faire des belles courses là-bas. Parce que je trouve, moi, je me considère comme un compétiteur, puis j'aime la compétition à l'état pur. Puis pour moi, les Olympiques, c'est comme le niveau de compétition le plus haut. Fait que je veux apprécier ça. Après ça, c'est sûr que je vais tout ce qui est autour, être à l'hôtel avec mes coéquipiers, rencontrer. J'ai déjà commencé à rencontrer du monde d'autres sports. Mais ce qui m'allume le plus, c'est vraiment le niveau de compétition pur. Puis, qu'est-ce qu'on devrait te souhaiter pour te rendre à tes premiers Jeux olympiques? Je pense que tu l'as dit, d'exprimer la version la plus pure de moi-même. Je pense que on commence à le voir aussi, je veux dire, les jeux, c'est un peu une sorte de cirque, là. Donc, mon caractère va être challengé en tant qu'athlète, en tant qu'individu, puis de rester la version la plus pure de moi-même. Je pense que ça serait... Puis de profiter en étant la version la plus pure de moi-même, surtout. Ça serait ce qu'on pourrait me souhaiter. Ah, j'adore cette réponse. Parce que je pense que comme quand un athlète est tellement authentique, tellement lui-même, puis est vraiment dans son art, je pense que comme la magie s'opère. Puis je l'ai vécu quelques fois aux Jeux olympiques, mais je pense que c'est un moment qui est tellement pur. Puis il faut le saisir. Puis des fois, avoir le courage de le saisir, mais je pense qu'il est là devant toi à t'attendre. Puis c'est pas pour te mettre de pression du tout. Le but, c'est évidemment d'avoir du fun. On partage ça en commun. Un signature move. OK, je savais pas. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un signature move. Et toi, je sais que c'est l'aigle. Oui. Parle-moi-en. Qu'est-ce qui signifie? OK, mais avant, je veux savoir c'est quoi ton signature move, parce que là, t'as piqué ma curiosité. Là. Oui? Ouais. Moi, c'était le air guitar. OK. Donc, à chaque fois que je gagnais, je prenais mon ski et je me lançais un air guitar. Mais toi, parle-moi de ton aigle. C'était la première Coupe du Monde à Montréal de la saison d'il y a 2 ans. Fait que, OK. Puis, ce qui est fou, c'est que c'était à Montréal, fait que je dors chez moi, mais la compétition commence à 1h. Puis j'habite juste à côté de l'aréna, fait à 11h30, je mange, puis je suis avec mes colocs dans mon appart, là, tu sais. Fait que là, ils me disent, qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes? Puis là, on pense à plein de moves, tu sais, on s'amuse, de vraiment. Puis, j'adore. Ouais, puis on essaie de regarder aussi, comme, les célébrations qui se font dans d'autres ligues. Mais moi, j'étais comme, il n'y a rien d'unique là-dedans si je copie quelqu'un d'autre, dans le fond. Puis là, tu sais, on s'amusait, puis j'ai fait les ailes, juste, tu sais, on niaisait, là. Puis là, les gars étaient comme, ben non, tu feras pas ça si tu gagnes. Je dis, ben oui, pourquoi pas? Ils disent, ben tu seras pas game. Je dis, ben. Check-moi bien aller. Check-moi bien aller, exactement. Fait que, mais tu sais, on disait ça, mais j'avais aucune idée que j'allais gagner du tout, là. C'était vraiment juste des amis qu'on parle. Puis finalement, j'ai fini par gagner ce cours-là. C'est ma première médaille d'or en Coupe du Monde et je l'ai fait. Wow. Et. Impossible. Mais pour moi, en le faisant, c'était sur le moment même. C'était tellement libérateur. On dirait que c'est comme je prenais mon envol après plusieurs années de difficultés, d'être bon au niveau national, pas performer au niveau international, de haut et de bas parce que manque de constance, là, comme on en parlait tantôt. Puis en plus, ce qui m'a vraiment ému, c'est que
je vis mon moment de victoire. Là, je lève ma tête, puis il y a comme toute l'aréna Maurice Richard qui fait les ailes. Puis là, je suis comme... Oh, j'ai un frisson. Ouais, aussi, c'était comme, OK, ça reste, là. Ça, c'était comme... Fait que c'est ça, c'est comme ça que c'est resté. Puis, c'est sûr que par la suite, être capable de partager autant d'émotions avec la foule ou les fans dans un sport qui est pas toujours le plus connu, surtout les sports olympiques qu'on voit une fois aux 4 ans, pour moi, j'étais comme, ben, je veux que les jeunes, quand ils me regardent patiner, puis particulièrement quand je gagne, qu'ils puissent vivre les émotions que je vis en ce moment. Fait que par la suite, tu sais, je suis arrivé avec des concepts de comme mon propre équipement que les jeunes pouvaient porter, puis tu sais, ça n'a jamais été l'objectif de faire de l'argent. J'ai jamais fait de l'argent avec ça. J'ai investi tout ce que je fais, je le réinvestis dans la culture du patin parce que c'est un sport que j'adore, que j'ai toujours adoré, puis qui mérite d'être plus connu, mais qui mérite aussi d'être apprécié par les fans du sport. Donc pour moi, c'est ça que ça signifie les ailes. Ouais. Oh wow, mais j'adore ça. Vraiment, félicitations. Bravo. Ben, genre, je trouve que tout est wow de ton histoire, puis genre, honnêtement, continue, genre, fais-en, puis fais aller ton aigle aussi haut que tu veux parce que nous, on veut juste voir les ailes se déployer. Merci. Puis pour vrai, tu sais, c'est beaucoup de pression, mais je pense que comme t'en as pas besoin. Non, mais je pense que, honnêtement, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours bien géré, la pression. Même quand honnêtement, ça allait pas bien, tu sais, j'ai pas toujours eu de la constance, mais pour moi, c'est tu sais, je disais le compétiteur pur. Tu peux pas avoir une compétition pure s'il y a pas de pression. Fait que pour moi, ça fait vraiment partie de ça. C'est toujours difficile de garantir des résultats, quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que t'as tellement pas besoin d'aller là en tant qu'athlète. Et tu me parlais de mon rôle tantôt en son équipe, mais au-delà de l'équipe, dans cette culture-là du sport, j'espère que j'apporte ce renouveau de célébration du sport puis d'engouement par rapport à notre passion commune. Fait que, moi, j'ai grandi en regardant mon sport en étant passionné, mais dans d'autres sports, je le voyais, puis j'étais genre, si j'ai l'opportunité un jour d'être sur cette plateforme-là, puis avoir cette possibilité-là, c'est sûr que j'ai saisi. Ouais. Wow, mais chapeau. Ouais, merci. Tantôt, tu as parlé de pression, mais je vais juste revenir là-dessus parce que t'aurais-tu un truc, toi, tu sais, des trucs banals, puis tu sais, comme on en a tous, là, comme, comment tu gères, toi, cette pression? Parce que tu dis que c'est simple, c'est facile pour toi. Ouais, ben, je vais pas dire que c'est facile. Je dis que j'ai toujours réussi à bien la gérer, mais c'est toujours un défi. Fait que déjà là, la première étape, c'est si tu sais que c'est un défi, gérer la pression, pour moi, c'est tout le temps aider de savoir comme, regarde, c'est normal que je me sente pas confortable dans la pression, là. C'est vraiment normal, puis de normaliser le fait qu'on va tous en ressentir, puis qu'on n'est pas supposé bien se sentir dans cette situation-là. Déjà là, moi, je trouve que c'est la première étape. Parce qu'après ça, sinon, le cerveau tourne, puis ça va pas mieux, là. Mais la deuxième étape, je pense, c'est vraiment d'avoir un moment de gratefulness, avoir une passion pour quelque chose ou prendre à cœur quelque chose. C'est pas donné à tout le monde, puis c'est un privilège de dire, OK, ben, j'ai l'opportunité de faire quelque chose avec ça. Fait que, première étape, dire, regarde, c'est normal que je sois stressé ou tendu ou que je sente la pression. Puis il faut pas que j'essaie de l'éviter. Je veux dire, c'est quelque chose de totalement normal, puis c'est ça qu'on... 100%. Exactement là où on veut être. Puis la deuxième étape, c'est de dire, non seulement c'est là où on veut être, mais j'ai la chance de vivre ça. Puis après ça, ben, on fait du mieux possible. C'est comme... C'est tellement beau, puis c'est tellement vrai, parce que je pense que de le voir le plus positivement, c'est la meilleure façon aussi de l'attaquer, ce stress-là. Puis moi, j'ai été un peu comme ça toute ma vie. La pression, pour moi, je la transformais en source de motivation positive. Puis est-ce que tu avais des mots-clés qui t'aidaient à faire ce switch-là? Je pense que comme le moment présent, c'est un art qui se cultive et qui prend des années à maîtriser. Mais je pense que comme dès que je me recentrais sur le moment, sur comme aussi simple que juste comme là, il faut juste que je respire. Il faut juste que je regarde les montagnes. Puis là, ça devenait plus clair, ça devenait plus calme dans ma tête. Comme de ressentir l'anxiété, le stress, la tension, mon heart rate qui commence à aller plus vite quand je pense à quelque chose qui me stresse. OK, on en est conscient, number one, comme tu as dit. Deuxièmement, OK, mais quel beau moment, comme tu dis, de te recentrer sur le moment. Puis souvent, c'était juste de, pour moi, voir les montagnes, puis de réaliser, mais je suis donc bien chanceuse. Comme, c'était vraiment ça qui m'amenait à performer de mon mieux, du moins. Okay, j'ai une autre question. J'étais curieux de savoir si tu parlais des montagnes. Je veux dire, ton paysage, il change à chaque fois que tu es dans des montagnes différentes. T'sais, comment tu t'adaptes à ces différences-là, finalement? Écoute, je pense qu'il faut être flexible.
Je pense comme la flexibilité, tu l'as dit tantôt, mais c'est vraiment ça qu'il faut travailler. Puis autant comme l'inconfort d'être dans une zone où il faut que tu changes. Nous aussi, on a l'aspect de dire, tu peux être premier, il reste un demi-tour, puis il y a quelqu'un qui te rentre dedans, puis ta course est finie, tu sais. Fait que ça, c'est un autre aspect d'imprévisibilité que j'imagine que c'est pas dans tous les sports qu'il y a, mais oui, il faut aussi qu'on s'adapte, la glace aussi change. Ben, je vais te poser des questions en genre de rafale. On va parler comme entraînement / préparation mentale dans ces thèmes-là. Parfait. OK, t'es-tu plus pression ou adrénaline? Adrénaline. OK. Silence avant la course ou cri d'équipe? Silence. Oh! Se comparer ou rester focus? Rester focus. Médaille ou record personnel? Médaille. Être favori ou outsider? Favori. J'adore! Célébrer ou rester concentré par la suite? Célébrer. J'adore. Larmes de joie ou cri de victoire? Cri de victoire. Ah! That's it. OK. Maintenant, côté plus entraînement. Entraînement matinal ou nocturne? Matinal. Ah ouais? Ouais, Oh my matinal. God, t'as toujours été comme ça, genre... Ouais. Ben, je me réveille comme là. Je me réveille naturellement comme 7 heures, là. Fait que moi, c'est pas de problème. Pas de problème. Nocturne, ça me dérange pas, mais comme tant qu'à être réveillé, je vais aller m'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce comment vous vous préparez d'ailleurs? Parce que je sais que les Jeux olympiques, c'est énormément des événements de soir. Oui. Est-ce que ça te dérange? Ben, c'est sûr que on en parle avec les coachs parce que c'est. Vous le préparez, là. Oui, Il y a une oui. préparation. Il y a une Moi, préparation. je sais qu'il y en avait quand même pas mal, là. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que normalement, nos événements sont quand même assez tôt. Ben, commence tôt. Ouais. OK, on continue. Préparation physique ou technique? Technique. God. Entraîneur strict ou motivateur? Strict. Oh my God, t'es tellement comme un pur laine, genre athlète et là. J'adore. OK, musique à fond ou silence total à l'entraînement? Ça mélange? Ouais, ça dépend des jours. Ça dépend vraiment des jours, ouais. Puis ça dépend c'est qui met la musique à l'entraînement. Je vais pas coller des noms, mais c'est pas tous mes coéquipiers qui ont des bons goûts. Il y a du monde qui l'arrache. OK. Repos actif ou jour off total? Jour off total. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, c'est nouveau, ça, parce que ben, C'est nouveau? de ce quad. J'ai appris vraiment Grande avec... maturité, là. Ouais. C'est quoi tu fais quand t'as off? Rien. Littéralement. Rien? Mettons mes dimanches, là. C'est drôle parce que j'avais des patineurs de l'équipe belge qui sont venus habiter avec moi pendant un bout de temps. Puis, à un moment donné, c'était comme, es-tu mort? Es-tu dans sa chambre en train de... Comme, les dimanches, là, je sors pas, là. Littéralement. Dans ton lit. Dans mon lit. Puis comme, je sors pour me nourrir, puis aller aux toilettes, puis j'y retourne. J'adore. Ouais, c'est vraiment... c'est la classique Williams, ça, là. Ouais. Parfait. Mais écoute, il faut recharger les batteries, comme on dit. Ouais. OK. Douleur musculaire ou fatigue mentale? Musculaire. Que j'aime plus avoir. Genre, je pense que ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je me fatigue pas mentalement. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Visualisation mentale ou écriture de journal? Visualisation. Ah ouais? Celle-là, c'est celle qui m'excite, je pense, le plus à te poser. Okay. Fait que si tu pouvais le nommer, ce serait qui ton alter ego quand tu rentres en compétition? Mon alter ego? Comment il s'appelle, selon toi? Il s'appelle Joy Boy, j'en ai un. C'est une joke, c'est vrai? Non, c'est vrai. Joy Boy. J'adore! Joey Boy! Joy Boy, ouais. C'est lui. C'est lui. C'est lui ton winner, là. Ouais, parce que Joy Boy, il veut juste gagner. Ah, Puis, j'adore. puis il fait en souriant. Fait que c'est ça. Ouais. Mais j'ai tellement hâte de voir Joey Boy sur la glace. À Milan, merci tellement fait de t'avoir plaisir. prêté au Ça jeu. fait plaisir. C'était vraiment Ouais, c'est un bon. réel plaisir d'apprendre à te connaître. Ouais, c'est Will, super. t'es incroyable. Puis on va tout être derrière toi à Milan pour te supporter. Merci beaucoup. On t'aime. Merci. Merci.